Merci. Bon, on va commencer parce que, si bien compris, on n'est pas très en avance. On va parler du SHU qui, comme vous le savez, fait partie des microangiopathies thrombotiques. Donc, on va commencer par des notions très simples et en allant vers un peu plus de complexité. Donc, la MAT est une définition histologique. Il y a de thrombie dans la microvascularisation de plaquettes et de fibrines, ou de fibrines, mais pas que ça. Il y a aussi des signes de souffrance endothéliale, avec un détachement de la cellule endothéliale de la membrane basale et ce qu'on appelle l'espace clair sous-endothélial. Juste pour, je montre ces diapositives pour redire que l'atteinte initiale est endothéliale. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que tous les mécanismes de SHU ou de différentes maths qu'on va voir reviennent à la même lésion au niveau endothélial, différents mécanismes, et même lésion endothéliale finale. Et bien sûr, au sein des microangiopathies thrombotiques, il y a deux grandes entités. Il y a d'un côté le SHU, qui a été démembré depuis quelques années, avec l'émergence de ce qu'on appelle le SHU atypique en opposition au typique qui est post-diarrhéique, lié à des sécrétions de vérotoxines par différentes bactéries, notamment des Escherichia coli, et qui est lié à une dysrégulation de la voie alterne du complément, sur laquelle on va revenir. Et de l'autre côté, vous avez le PTT, atteinte neurologique prédominante, plus ou moins, thrombopénie sévère, atteinte rénale plutôt modérée, dans l'ensemble des cas, et qui, dans un grand nombre de cas, mais là aussi pas 100% des cas, est lié à un déficit en DMTS13, une métalloprotéase qui va casser les multimères de très haut poids moléculaire de von Willebrand. Donc une dichotomie qui semble un peu simple comme ça, mais qui en pratique est beaucoup plus complexe, comme on le verra un peu plus tard. Donc, la voie alterne du complément, pour faire simple, c'est deux enzymes clés. La C3 convertase ici, qui a pour objectif de casser le C3, libérer le C3A, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le C3B. Et le C3B va s'attacher à une surface pour la taguer pour la destruction. Donc le C3B est un signal qu'une surface et une cellule membranaire, un virus, une bactérie, une cellule cancéreuse ou autre, est vouée à la destruction. Et la C3 convertase alimente la formation de la C5 convertase, qui a, elle, un rôle principal de casser le C5 pour libérer le C5A, anaphylatoxine, réaction inflammatoire, mais surtout le C5B, qui va recruter le C6, C7, C8, C9 pour former le complexe d'attaque membranaire et induire un trou dans la membrane cellulaire et la lyse de la cellule et l'apoptose. Donc deux étapes, une d'étiquetage d'une surface pour la destruction et l'autre, la C5 convertase, qui est une destruction de la cellule et toxicité induite par le complément. Et depuis 15 ans, on sait que le SHU atypique est lié à un défaut de protection de la cellule endothéliale vis-à-vis de l'activation du complément. Pourquoi la cellule endothéliale en priorité? Parce que la cellule endothéliale est en contact avec le sang où se situe la grande majorité de l'activation du complément. Et donc, pour protéger la cellule endothéliale contre l'activation du complément, vous avez des facteurs de régulation. Le facteur H que vous voyez ici, le facteur I et MCP, les trois principaux. Le facteur H est un facteur circulant, mais qui s'attache à la cellule endothéliale par un domaine C-terminal, et il a pour objectif principal de fixer le C3b. Donc quand il fixe le C3b ne peut plus rentrer dans la formation de la C3 convertase, parce que la C3 convertase c'est un grand B petit b et un C3b. Et surtout, le facteur H va présenter le C3b au facteur I, et le facteur I est le seul qui peut cliver le C3b pour l'inactiver. MCP fait pareil que le facteur H, mais elle est fixée à la membrane cellulaire, elle va fixer le C3b et le présenter au facteur I pour le cliver. Et donc, si vous avez des mutations inactivatrices, perte de fonction, dans le gène codant pour le facteur H, I, MCP, vous allez perdre la régulation de la voie alterne du complément et avoir des lésions endothéliales induites par l'activation excessive du complément. Ce qui est vrai aussi, c'est que si vous avez des mutations activatrices du gène du facteur B ou du C3, les deux composants principaux de la C3 convertase alterne, vous allez avoir une C3 convertase qui va tourner en continu et devient insensible
à l'effet inhibiteur des facteurs H, I et MCP. Et donc, aujourd'hui, on pense que le SHU atypique naît d'un déséquilibre entre une inhibition de la voie à la C3-convertase alterne et une activation de la C3-convertase alterne. Et quand vous perdez cet équilibre, vous allez avoir des lésions endothéliales induites par le complément et qui, à terme, donnent un phénotype de cellules endothéliales activées, procoagulantes, pro-inflammatoires, ce qui va entraîner l'agrégation plaquettaire et la thrombose. Et donc, comment on sait ça? Parce qu'on a des modèles animaux. Si vous prenez une souris et vous manipulez son facteur H pour lui faire perdre les 5 domaines C-terminaux, le facteur H n'arrive plus à se fixer sur la glande endothéliale et n'arrive plus donc à la protéger. Et ces souris développent un SHU comme un SHU humain avec la thrombopénie, l'anémie hémolytique et l'infance rénale. Et on le sait aussi parce que les patients ont un grand nombre de mutations dans les gènes codant pour le complément. Facteur H, I, MCP, mais aussi, comme j'ai déjà dit, C3 et facteur B. C'est, selon les séries, entre 50 à 60%. Donc ce n'est pas 100% des patients qui ont un SHU atypique qui ont une anomalie génétique. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Plus rarement, certains patients ont des anticorps inhibiteurs contre le facteur H. Un peu comme les anticorps inhibiteurs contre la DMTS13. Et c'est surtout une maladie de l'adolescent, plus rare chez l'adulte, où elle peut avoir une petite composante monoclonale. Et donc, aujourd'hui, pour développer un SHU atypique, vous avez besoin, à proportion variable, d'une association de mutation des gènes du complément, mais aussi au moins un cas de gène en dehors du système du complément sur lequel on va revenir, un polymorphisme sur d'autres gènes du complément ou des gènes en dehors du système du complément, et surtout un effet de déclenchement qui va déclencher le SHU atypique, une infection, une grossesse ou une chirurgie. On reviendra là-dessus. Et donc c'est une équation qui est à 3 variables. Parfois une variablement, ce qui fait qu'un patient ou une patiente peut avoir une mutation bien pathogène du gène du complément, ne pas avoir les polymorphismes nécessaires à risque et ne pas rencontrer le facteur déclenchant et ne pas développer le SHU atypique ou très tard dans la vie. Donc ça, c'est la vision la plus simple. Mais en réalité, la vision est comme ça, beaucoup plus complexe. Avec d'un côté le SHU atypique, le PTT de l'autre, mais aussi un grand groupe très hétérogène et très complexe de ce qu'on appelle les SHU secondaires, qui sont secondaires à un cancer, un médicament, une maladie auto-immune, la greffe de moelle, et on met de côté le SHU lié aux vérotoxines ou TIPI, qui est lié à une sécrétion du vérotoxine, qui en soi a une toxicité endothéliale. Donc, la situation est beaucoup plus complexe avec peut-être, et c'est la question qui est cruciale actuellement, des chevauchements entre ces formes, notamment entre les formes secondaires et les formes avec l'activation du complément. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et de l'autre côté, vous avez des maths qui restent aujourd'hui sans mécanisme bien identifié. Ni complément, ni ADAMTS13, on ne sait pas. Mais ce groupe est en train d'être étudié par les spécialistes, ce qui fait qu'il est en train de rétrécir. Comme par exemple, depuis quelques années, en 2013, Véronique Renaud-Baki avec l'équipe de Lifton aux US, ont identifié des GK epsilon, qui est une kinase membranaire dans la cellule endothéliale, et qui est mutée dans une certaine forme très précoce de SHU, et qui évolue un peu plus tard vers un syndrome néphrotique et une GNMP. On la laisse de côté. On va se concentrer sur le sujet plus central du SHU atypique. Le SHU atypique, depuis 5 à 10 ans, a aussi changé dans sa présentation clinique, du moins dans notre compréhension de sa présentation clinique. On a vécu longtemps avec l'idée que le SHU atypique est une maladie pédiatrique exclusivement ou d'une façon très majoritaire. Ce n'est pas vrai. Dans le registre français, il y a plus d'adultes que d'enfants. Donc c'est une maladie aussi de l'adulte. Il ne faut pas la rater chez l'adulte non plus. La deuxième donnée est que, comme je l'ai expliqué, il ne suffit pas d'avoir la mutation pour avoir la maladie. C'est un facteur de risque. Ce n'est pas une maladie autosomique dominante comme la polykystose ou une maladie récessive comme la mucoviscidose. Vous devez rencontrer le facteur déclenchant et avoir peut-être aussi des polymorphismes associés. Ce qui fait que chez les adultes,
vous pouvez commencer la maladie à 18 ans ou à 87 ans, parce que vous n'avez pas rencontré le facteur déclenchant avant 87 ans. Plus de femmes que d'hommes, la grossesse y joue un rôle certainement, parce que 2/3 des adultes commencent entre 20 et 40 ans, et là aussi, comme on le verra un peu plus loin, la grossesse, comme facteur déclenchant, a un rôle important. Comme j'ai dit, facteur déclenchant, infection, une diarrhée, notamment non sanglante, n'est pas synonyme de chute typique. Vous pouvez avoir une diarrhée non sanglante qui va déclencher un chute atypique avec une mutation bien identifiée. Les infections respiratoires et bien sûr la grossesse. On reviendra un peu plus tard sur la grossesse, mais la grossesse, le SHU de la grossesse est très probablement un SHU atypique déclenché par la grossesse. Toute la difficulté est d'être sûr que c'est un SHU atypique, que ce ne soit pas un HELP, une prééclampsie, une éclampsie ou une hémorragie sévère. Et bien sûr, on a vécu très longtemps avec l'idée qu'un SHU atypique, un SHU tout court, est une triade. Thrombopénie, anémie hémolytique, insuffisance rénale. Aujourd'hui, on sait que cette triade peut être incomplète, notamment du fait de l'absence de thrombopénie, soit parce que les patients ont chuté leurs plaquettes mais qui restent dans la normale, ou parce qu'il n'y a pas de consommation suffisante des plaquettes au niveau rénal pour entraîner une baisse. Donc là, vous avez 16% des adultes qui ont un CHU atypique, documenté souvent, et pas toujours par une biopsie rénale, ce qui veut dire que des plaquettes normales n'excluent pas le diagnostic, ce qui veut dire aussi que la thrombopénie n'est pas le meilleur reflet de l'activité d'un SHU atypique par opposition au PTT, où là, les plaquettes et les LDH sont quand même des critères d'évolutivité très forts. Et bien sûr, l'atteinte extra-rénale existe au cours du SHU atypique, notamment l'atteinte neurologique, qui n'est pas synonyme de PTT. C'est très variable dans les séries. Dans le registre français, c'est plutôt moins de 10%. Coma, épilepsie, troubles avec des troubles de localisation, ça reste rare, mais ça reste sévère. Il ne faut pas le méconnaître. Et bien sûr, une atteinte rénale très sévère, avec 80% des malades nécessitant la dialyse à la première présentation d'un SHU atypique chez l'adulte. Donc, et surtout, il y en avait la moitié qui est restée en dialyse à la première poussée, et 2/3 qui est arrivé tôt ou tard au bout de 5 ans de suivi. Donc maladie rare certes, mais très sévère, avec 2/3 des patients qui est resté en dialyse, pas à la première poussée, mais au cours du suivi. La mortalité dans le registre français était faible, moins de 2%, chez les enfants plutôt vers les 10%, mais ça reste quand même une mortalité qui n'est pas nulle. Et du moins chez l'adulte, le pronostic rénal était très sévère, quelle que soit l'anomalie génétique. Bien sûr, si vous avez un facteur H, la sévérité est très précoce et très brutale, je dirais. C'est-à-dire que quand vous faites une première poussée, malheureusement, vous n'en ferez pas une deuxième parce que vous êtes déjà en dialyse et vous n'avez pas de récupération rénale. Du moins, c'était la photo, disons, l'histoire clinique avant l'éclusie. Mais même si vous n'avez pas de mutation, ou même chez l'adulte une mutation MCP qui était censée être plutôt de bon pronostic au départ, vous avez un risque non négligeable, entre 40 et 80% d'évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Et donc, le SHU atypique, comment faire le diagnostic? Aujourd'hui, le SHU atypique n'a pas de test diagnostique. Le PTT, je dirais, la DMTS13 apporte quand même une petite confiance dans le diagnostic. Dans le SHU atypique, ça reste un diagnostic clinique une fois que vous avez éliminé d'une façon raisonnable le diagnostic différentiel. Et chez l'adulte, le diagnostic différentiel principal, c'est bien sûr le déficit en DMTS13. Dosage de l'activité, si elle est effondrée, inférieure à 5%, recherche d'anticorps ou déficit congénital. Et en France du moins, mais ça, c'est pas international. En France au moins, on exclut les SHU secondaires du groupe du SHU atypique. Les Anglais ont la même tendance, les Italiens c'est plus flou, les Américains, ils mettent tout dans le même groupe. C'est-à-dire que quand la DMTS13 est détectable, ça devient un SHU qu'il soit secondaire ou atypique, importe peu. En France, on le met de côté, ce qui veut dire aussi que le traitement est à part et la prise en charge est à part. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et donc, pour différencier un SHU d'un déficitaire d'MTS13 et d'un PTT, la clinique et les examens biologiques simples restent très importants. Donc, en se basant sur une étude de Paul Copeau, malheureusement j'ai oublié de mettre la diapositive,
Si vous avez une créatinémie en dessous de 200 micromoles et des plaquettes en dessous de 30 000, et si vous rajoutez un peu de facteur antinucléaire positif, vous avez 98% de chance que ce soit un déficit d'AMTA stress. Donc, pour résumer, si vous avez une thrombopénie très sévère, une insuffisance rénale plutôt modérée, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un PTT qu'un SHU. Bien sûr, il y a des exceptions. Et si vous regardez de l'autre côté, si vous prenez la population de SHU atypique dans le registre français, il n'y en avait que 2% qui avaient les deux critères de plaquettes très basses et de créatinémie relativement modérée chez les adultes. Donc ça, c'est un premier élément d'orientation. Si un patient ou une patiente se présente avec 10 000 plaquettes et 75 micromoles de créatinémie et une hémolyse mécanique, il y a peu de chances que ce soit un SHU, il y a beaucoup plus de chances que ce soit un PTT, un déficit d'AMTA stress. Donc, j'oublie, non, je n'ai pas oublié, elle est là. La diapositive dont je vous ai parlé sur la valeur prédictive positive en se basant sur le travail de Paul Cope. Donc, je vous dis, il n'y a pas de test diagnostique pour le diagnostic de SHU atypique et c'est valable aussi pour le dosage du complément. Un C3 CKCH50 n'a peu de valeur diagnostique à la phase aiguë. Parce que si vous prenez les adultes qui ont une mutation du facteur H à la phase aiguë de la maladie, la moitié en C3 normal. Parce que l'activation du complément survient surtout pas dans la circulation. Ce n'est pas un défaut de régulation de la C3 convertase dans la circulation, mais à la surface de la cellule endothéliale, notamment en rénal. Donc un C3 normal n'élimine pas le diagnostic de SHU atypique. A l'inverse, pour être honnête, un C3 bas n'est pas forcément synonyme de MAT dépendant du complément. Notamment, je prends l'exemple du postpartum, si vous avez une patiente qui a saigné, qui a fait un peu de prééclampsie, qui a fait un peu de réanimation, si elle a un C3 modérément abaissé, ça ne signe pas l'existence d'un SHU atypique médié par le complément. L'autre point que je voulais souligner aussi, c'est que on peut avoir une activation du complément à la phase aiguë d'un SHU atypique, même si on n'a pas de mutation. Probablement qu'il faut atteindre un seuil d'activation du complément pour induire le SHU atypique. Vous l'atteignez facilement si vous avez une grosse mutation, mais si vous n'avez pas de mutation mais des polymorphismes et un gros facteur déclenchant, une grossesse ou une grosse infection, vous allez quand même arriver à ce stade d'activation, à ce seuil d'activation du complément qui va induire des lésions endothéliales, le SHU atypique. Par exemple, dans cette étude italienne de l'équipe de Remuzzi, c'est Marina Norris, regardez, si vous prenez le C5b9, c'est-à-dire le complexe d'attaque membranaire mais soluble, et vous le dosez chez les patients qui ont des mutations ou des anticorps antifacteur H ou non, pas de mutation, vous avez la même proportion de patients qui ont une élévation du C5b9. Deuxième point, ils n'ont pas tous un C5b9 élevé. Encore une fois, c'est un critère, c'est un paramètre circulant qui ne reflète pas forcément ce qui se passe dans la circulation. Et voici une autre étude publiée dans Blood qui est tirée des études prospectives du laboratoire Alexion qui commercialise l'éculizumab. Et vous voyez à la phase aiguë que les patients aient ou pas de mutation, ils ont des taux très élevés d'un paramètre et d'un critère d'activation, d'un stigmate d'activation de la voie alterne qui est le BA, qui est un fragment de clivage du facteur B. Donc, comme je l'ai dit, probablement, mais c'est une hypothèse, rien ne la confirme à 100%. Pour avoir un SHU atypique, vous devez arriver à un seuil d'activation du complément. Si vous avez une grosse mutation, beaucoup de polymorphisme à risque, vous pouvez l'arriver très facilement, parfois même sans gros facteur déclenchant. A l'inverse, il est possible que quand vous n'avez pas de mutation ni de polymorphisme, vous ayez besoin de beaucoup de stimulation par une grossesse, une infection haute, pour arriver à ce seuil. Mais dans tous les cas, possiblement, il y a une activation du complément pour induire un SHU atypique. Ça, c'est important, notamment pour la thérapeutique un peu plus tard. Avant l'éculizumab, le SHU atypique était sévère parce que, comme je vous ai expliqué, la moitié des patients restaient en dialyse à la phase, restaient en dialyse à la première poussée, mais certains y arrivaient après les rechutes. Donc il y avait un risque de rechute qui était vers 20-30%. Même plus haut chez les MCP, chez les enfants, 80%. Et le deuxième problème, c'est que l'accès à la greffe était un peu limité, voire fermé, du fait de récidive de la maladie dans le greffon, notamment avec le facteur H, C3, un peu le facteur I. La MCP, c'est très très faible, voire inexistant, parce que c'est une protéine membranaire. Et donc, non seulement les patients étaient en dialyse, mais la greffe était un peu contre-indiquée du fait du risque très important de rechute et surtout de perte du greffon.
Ce n'était pas une petite rechute histologique comme une IgA qu'on peut voir sur un greffon. Et donc, ce qui a changé, c'est bien sûr la disponibilité d'un anticorps monoclonal qui va inhiber le C5. Donc c'est un anticorps humanisé. Donc les réactions allergiques en principe sont très rares, mais elles existent. Par opposition à d'autres anticorps monoclonaux humanisés, comme le rituximab par exemple, où quand même le risque allergique est plus important. Mais ce n'est pas zéro. C'est un anticorps donc, qui va bloquer le C5. Il bloque surtout le site d'entrée du C5 dans la C5 convertable. Donc vous ne pouvez plus cliver le C5. Donc vous n'avez plus de C5A, mais surtout vous n'avez plus de C5B, donc plus de complexe d'attaque membranaire, donc plus de lésions endothéliales induites par le complément. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec l'éculizumab. On ne va pas rentrer dans tous les détails. C'était juste pour vous donner un peu le schéma chez l'adulte. C'est 900 mg par voie intraveineuse par semaine jusqu'à la 5e semaine. Et après, vous passez à 1200 mg toutes les 2 semaines. Et bien sûr, quand vous bloquez le complément, vous prenez le risque d'une augmentation de risque infectieux. Donc, quel est le risque infectieux principal avec l'éculizumab? C'est le méningocoque. Un peu le gonocoque. Mais le méningocoque en premier. Et ça, on le sait aussi parce qu'il y a des patients qui sont déficients génétiquement en C5 et leur risque pour le méningocoque est multiplié par 5000. C'est vrai aussi pour les patients traités par éculizumab. C'est pour ça qu'on les vaccine contre le méningocoque, y compris contre le sérotype B, avec le Bexsero, le nouveau vaccin disponible. Et on les met sous prophylaxie par antibiotiques, auracilline, le plus clair du temps, pendant au moins 2 semaines après vaccination. Mais on ne retarde pas le début. On fait le vaccin, on commence antiprophylaxie, et dans la foulée, on commence l'éculizumab. Deuxième point, en France, mais de plus en plus dans d'autres pays, on maintient l'antibioprophylaxie pendant toute la durée du traitement par éculizumab. Pour 2 raisons. La première, on ne sait pas si le vaccin est efficace. Et deuxième chose, on ne sait pas si les anticorps anti-méningocoques sont protecteurs chez un malade qui n'a plus de complément actif. Comme vous le savez, la liste bactérienne dépendant des anticorps dépend aussi du complément. Donc en France, on les maintient jusqu'à 2-3 mois après l'arrêt de l'éculizumab même, pour les couvrir dans toute la période où l'éculizumab est détectable dans la circulation. Donc, on va juste montrer une seule étude qui donne un peu un aperçu de l'efficacité de l'éculizumab. Donc, c'est une étude de 41 patients adultes avec un SHU atypique, défini par l'absence de déficit en ALTS 13 profond et pas d'infection par chicatoxine. Et ces malades-là étaient sévères parce qu'ils avaient 60% étaient dialysés et beaucoup de reins natifs, peu de reins transplantés. Et donc, quels étaient les effets secondaires de l'éculizumab dans cette étude? 2 méningites quand même, donc c'est un risque qui n'est pas négligeable. 2 méningites sur 41 patients. Les 2, il y en a une qui était vaccinée, l'autre pas, en tout cas pas contre le sérotype B. Une n'avait pas d'antiprophylaxie, une a arrêté, et l'autre, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, l'autre a continué, a repris l'éculizumab après le traitement de la méningite, sous antiprophylaxie cette fois-ci. Et voici le gain en débit de filtration glomérulaire après l'utilisation de l'éculizumab, qui induit une rémission hématologique, mais aussi, et c'est le plus important dans le SHU, ce n'est pas la rémission hématologique qui suffit, il faut aussi une rémission rénale, une amélioration de la fonction rénale, et un gain de 30 ml de fonction rénale, avec 83% des patients dialysés qui ont arrêté la dialyse après le début de l'éculizumab, grosso modo. Et donc, on n'a pas d'études prospectives contre un traitement de référence dans le SHU atypique aujourd'hui. À l'époque où ça a été commencé, on n'avait aucune preuve que l'échange plasmatique était efficace dans le SHU atypique. Donc, c'est des études prospectives non contrôlées. Premier point. Donc, on ne sait pas, quand même, l'effet est assez remarquable, mais il faut quand même, par honnêteté intellectuelle, mentionner le fait que ce n'était pas contrôlé. Tout ce qu'on peut comparer, on peut comparer ces études prospectives aux études rétrospectives des cohortes historiques, avec toutes les limitations de ce genre d'analyse. Mais si vous faites ce type d'analyse, voici la cohorte française, et vous prenez le risque d'insuffisance rénale terminale à 1 an, 56%, et vous voyez les études, les différentes études publiées avec l'éculizumab, le risque a diminué, et c'est quand même aussi l'impression clinique qu'on a d'une baisse assez importante
du risque d'insuffisance rénale terminale avec l'éculizumab. Et même quand on avait repris la pratique en France du SHU atypique, l'utilisation de l'éculizumab, en dehors de toute étude sponsorisée par Alexion, on avait constaté aussi cette baisse du risque d'insuffisance rénale terminale avec l'éculizumab. Et donc, comment traiter un SHU atypique et comment aborder une première manifestation de microangiopathie thrombotique chez un patient adulte? Bien sûr, diagnostic différentiel et diagnostic différentiel ADAMTS13, SHU secondaire, il relève d'un traitement spécifique, ADAMTS13 bien évidemment à part, restaurer une activité ADAMTS13, mais la SHU secondaire, jusqu'à preuve du contraire, relève d'un traitement spécifique. On discutera un peu plus tard de la controverse sur la place d'éculizumab chez ces malades. Et en France, vous avez besoin quand même de 4-5 jours pour faire le diagnostic différentiel. Et le consensus est de commencer les échanges plasmatiques, le temps d'éliminer le déficit d'ADAMTS13, mais aussi les SHU secondaires, le cancer, la maladie auto-immune ou les médicaments pris. Et une fois que vous êtes sûr que c'est un SHU atypique, se posez très vite la question de l'éculizumab. Un piège à ne pas, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est les rémissions hématologiques qui peuvent être un leurre dans le SHU atypique. Une rémission hématologique est bien sûr nécessaire pour espérer une rémission rénale, mais elle n'est pas suffisante. Même avant l'ère d'éculizumab, beaucoup de patients normalisaient tôt ou tard leurs plaquettes et finissaient par amoindrir leur hémolyse, mais restaient en dialyse. Une normalisation des plaquettes et des LDH ne veut pas dire que le patient répond parfaitement aux échanges plasmatiques. Si la créatine dégringole, vous avez un peu de temps pour réfléchir, si la créatine reste très élevée, voire en dialyse, le patient reste en dialyse, il faut se poser la question de l'éculizumab très tôt. Donc c'est une grosse différence avec le PDT déficit d'ADAMTS13. Et bien sûr, si le patient est à sa 3e rechute, ou s'il vous dit ma soeur, mon cousin, mon grand-père avait un SHU atypique avec une mutation bien identifiée, là vous pouvez peut-être accélérer un peu le mouvement et aller directement vers l'éculizumab. Et surtout, n'attendez pas les tests génétiques pour commencer l'éculizumab. Ils vont mettre du temps, le patient sera déjà en dialyse. Et surtout, aujourd'hui, les études, qu'elles soient prospectives ou rétrospectives, montrent que les patients, qu'ils aient une mutation ou pas, répondent d'une façon équivalente à l'éculizumab. Pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est que probablement pour déclencher la SHU, vous devez arriver à un certain seuil d'activation du complément, que vous ayez une mutation ou pas. Et donc, 2 derniers points sur la SHU atypique. Plus vous traitez tôt, plus vous avez de chances de récupérer complètement de la fonction rénale. Donc se poser la question dans la première semaine. Une fois que vous avez pris quelques jours de faire le diagnostic différentiel chez l'adulte, se poser rapidement la question de l'éculizumab. Mais ce n'est pas une garantie. Voici ici une patiente traitée très tôt par l'éculizumab, dans la première semaine, qui n'a pas récupéré. Est-ce que le rein était déjà très abîmé? On a découvert tard la MAT? Ou est-ce qu'elle avait une forme de MAT qui en fin de compte n'était pas dépendante du complément? Deuxième point, il ne faut pas s'attendre à ce que les plaquettes se normalisent en 48 heures. Le délai moyen de normalisation des plaquettes après l'éculizumab, c'est 10 jours. Donc il ne faut pas stresser et recommencer l'échange plasmatique dans cette période-là, parce que les échanges plasmatiques vont nettoyer l'éculizumab et amoindrir votre qualité de blocage du complément. Si vous avez une tendance à l'augmentation, même si elles ne sont pas encore normalisées, vous pouvez attendre encore 1 semaine, 10 jours, avant de vous poser des questions, notamment sur votre diagnostic initial. Est-ce que c'était vraiment une MAT dépendante du complément? Est-ce que ce n'était pas un déficit en cobalamine qu'on a raté? Est-ce que c'est une autre variété de SHU secondaire? On a toujours le temps de se poser des questions. Le troisième point pour lequel je n'ai pas de diapositive, c'est comment monitorer le blocage du complément. Premier outil, CH50 inférieur à 10%, c'est le plus simple. Et si vous avez un doute, dosage du taux résiduel d'éculizumab chez Véronique Remobaki dans son laboratoire. Et bien sûr, pour la prévention de la rechute après greffe, il y a un algorithme qui a été proposé en France, que vous avez dans les diapositives, en fonction de l'importance du risque de rechute. Si vous avez une mutation MCP, ce n'est pas la peine d'inonder les gens d'éculizumab. Si vous avez un facteur H qui a déjà perdu 2 greffons, peut-être certainement même utiliser l'éculizumab en préventif le jour de la greffe.
Qu'est-ce qui reste en suspens? Il reste au moins deux gros problèmes. Le premier, c'est celui du traitement de ce qu'on appelle les SHU secondaires, liés aux médicaments, la greffe de moelle, le cancer et tout là. Et donc, la grossesse, il faut la sortir de ce groupe-là. Comme je l'ai dit, je vais passer vite parce que vous avez les diapositives, très probablement le SHU atypique de la grossesse, le SHU de la grossesse, est un SHU atypique déclenché par la grossesse. Bien sûr, si la patiente a une grossesse tout à fait normale et qu'elle développe une MAT 2-3 semaines après l'accouchement dans le postpartum et que tout le reste est normal, là vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes diagnostiques. Mais si la patiente accouche à 37-38 semaines, avec un peu d'hypertension artérielle, un peu de protéinurie, une hémorragie du postpartum, un peu de nécrose corticale sur l'IRM, il est parfois très difficile de trancher vers SHU atypique ou d'autres formes de MAT dans une période qui est quand même très pourvoyeuse de MAT dans tous les sens. Le deuxième maladie dans laquelle l'implication du SHU secondaire, dans laquelle l'implication du complément est en train d'émerger, c'est celle des MAT post-greffe de moelle qui, on sait depuis longtemps, la gamme TSRS est exceptionnellement effondrée. Il n'y avait pas de mutation du complément retrouvée, des vraies mutations du gène du complément, mais il y a quelques données, notamment cette étude américaine qui est pas encore publiée, mais sous presse dans Blood, qui montre que les patients greffés de la moelle ont des variants dans beaucoup de gènes du complément qui sont associés à la survenue de MAT par rapport à des patients greffés qui n'ont pas fait de microangiopathie thrombotique. C'est ce qui est montré sur cette diapositive-là. L'autre point, il y a eu quelques cas d'anticorps anti-facteur H chez des patients présentant une MAT et une MAT après greffe de moelle. C'est des cas très limités. On n'a pas en France. Il y a une étude qui a été faite avec Rhys Peffolatour et Paul Copeau. Il n'y avait pas d'anticorps anti-facteur H. Nombre très limité, ça mérite d'être contrôlé. Et il y a des biopsies de ces patients-là. Il y a de très rares biopsies, mais des biopsies de MAT post-greffe de moelle où il y a un marquage en CKD assez important au niveau artériolaire rénal. Quelle est la signification? C'est à discuter. Mais il faut bien admettre, dans certains cas très sévères de MAT post-greffe de moelle, résistance aux échanges plasmatiques, le blocage du complément avec l'éculizumab semble avoir eu un effet. Bien sûr, on utilise de plus en plus l'éculizumab dans les formes dites secondaires. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune preuve d'efficacité de l'éculizumab dans ces formes dites secondaires. Il y a des cas rapportés, mais on a tendance à rapporter que ce qui marche. Quand ça ne marche pas, on ne le rapporte pas. Il faut mieux peut-être pas fermer complètement la porte, mais ne pas traiter tous ces malades-là pour une durée très prolongée. Le deuxième point, ces malades-là qui ont des SHU secondaires résistants aux échanges plasmatiques, leur traitement, bien évidemment, reste en première intention les échanges plasmatiques. Se poser la question de l'éculizumab dans un deuxième temps, et encore, certains malades pour une durée très courte. En conclusion, le SHU est une maladie très sévère. Elle reste une maladie très sévère si elle n'est pas diagnostiquée très tôt et traitée très tôt. Et bien évidemment, l'éculizumab, l'anticorps anti-C5, a transformé l'histoire clinique de ces patients-là. Deux questions majeures restent en suspens, c'est celle du traitement du chigatoxine, j'en ai parlé que dans la conclusion. Est-ce qu'il faut donner de l'éculizumab dans les formes liées aux vérotoxines, dans le SHU typique? Aucune preuve aujourd'hui. Il y a un PHRC pédiatrique en cours, randomisé, contre placebo, pour savoir si l'éculizumab réduit la sévérité de l'atteinte rénale et l'incidence des atteintes neurologiques au cours du CHU lié au STEM. La deuxième, c'est les SHU secondaires. Personne ne sait. Et la grande question, c'est combien de temps traiter un patient SHU atypique par éculizumab. Et c'est pour ça qu'on a une étude en cours qui s'appelle STOP-EQ, qui évalue l'arrêt de l'éculizumab après 6 mois de traitement chez les patients ayant un SHU atypique. J'insiste bien, atypique, pas secondaire. Et voilà, merci. Merci Fanny pour ce propos très complet avec des aspects quand même très pratiques sur les indications de suivi des malades traités par éculizumab. Je suscite encore quelques questions. Valérie Bocchini commence à poindre. Question. Bon, oui.
Non. biopsier toutes les maths. Non, déjà, non, il ne faut pas tous les biopsier. Mais, quand les plaquettes sont normales, qu'on a un doute, oui. Quand il y a une ambiance auto-immune, oui, parce qu'on peut avoir des surprises. Donc, probablement, elle est sous-utilisée, la biopsie rénale. Elle peut révéler quelques surprises, notamment dans l'étendue des lésions fibreuses. Il vaut mieux faire une biopsie après quelques temps de traitement qu'initialement. Mais certaines maths, oui, effectivement, notamment quand on a un vrai doute diagnostique, ça peut être un outil diagnostique, oui. Question. Je vais en poser une. Tu parlais des dosages d'éculizumab. Tu connais la publication d'Albert Tourangeau sur le sujet. Est-ce que tu adhères à cette proposition d'adapter en fonction du poids, l'espacement des... Je pense qu'il y a deux... Je pense, moi, sentiment tout à fait personnel, n'engage que moi, je pense qu'il vaut mieux se poser la vraie question de la durée du traitement et ne pas mollir dans la phase aiguë. Pour une raison principale, c'est que quand Véronique Frémaux-Baquet a fait des dosages de taux résiduels d'éculizumab, chez les enfants, il y avait de grandes variations. Chez les adultes, les variations étaient beaucoup plus faibles. La deuxième chose, c'est que même quand on a un taux résiduel, on a défini un taux résiduel au-delà de 35 voire 50 comme la barre de fixation du complément. Mais si vous espacez un peu, vous allez perdre la marge de sécurité, parce que si le patient ou la patiente fait une infection, qu'elle est opérée ou autre, peut-être qu'en restant à 30-50, on ne va pas avoir de marge de sécurité. Moi, mon sentiment est vaut mieux bien traiter à la phase initiale et se poser la question d'arrêter sans trop tarder, que d'essayer de grappiller un peu en dosant. Et c'est un avis tout à fait personnel. Okay. À propos de grappiller, là tu évoques un aspect qui est quand même pas négligeable de ce produit, c'est son prix. Je crois que Fadi Fakhouri a eu raison d'insister sur ce qui était démontré et ce qui est resté de l'hypothèse, notamment avec un certain nombre de publications où il semble que ça marche, mais probablement on n'aurait pas mis d'éculizumab, peut-être que ça n'aurait pas marché. Donc, je rappelle que c'est un produit qui vaut 400 000 euros à l'année. Donc il faut quand même un peu réfléchir avant de se lancer dans une prescription d'éculizumab. Et d'où l'intérêt, effectivement, de se poser la question, alors, soit l'espacement des doses, qui vient de nous dire tout sentiment, soit également du protocole que tu pilotes sur l'arrêt de l'éculizumab après un certain délai, qui est un délai qui est fixé à 6 mois. On a dit 6 mois dans le PHS. Et ce qui m'amène à revenir sur les questions que tu posais sur les SHU, alors atypiques, mais peut-être qui ne sont pas des SHU liés à une mutation du complément. Donc par exemple, les histoires associées au cancer, à la gemcitabine et tout. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que c'est des malades, parce que tous les malades sous gemcitabine ne font pas de SHU, parce qu'il y a des polymorphismes chez ces patients qui finalement, in fine, finiraient par donner un rationnel à l'utilisation de l'éculizumab. On est en train de regarder, les mutations, on a déjà un peu regardé, elles sont très très faibles. Les polymorphismes, on est en train de regarder, parce que c'est une très bonne piste. Ce qui voudrait dire que si l'atteinte initiale endothéliale n'est pas liée au complément, est-ce qu'il y a une petite amplification très transitoire et qui mériterait un switch-off, d'être éteinte d'une façon très transitoire aussi? C'est une très bonne question, mais on n'a pas la réponse aujourd'hui. Même les mutations, ce n'est pas publié, mais l'expérience des uns et des autres, dans les formes dites secondaires, la fréquence des mutations est très faible. Probablement moins de 10%. Les polymorphismes, c'est en cours, on ne sait pas. Bon, encore merci Fadi. Alors, 13h15, on a juste 3 quarts d'heure de retard, mais c'est bon, on a habitué à gérer. Donc là, on va aller déjeuner. On vous propose de se retrouver ici à 14h30 pour l'atelier influence rénale aiguë. On démarrera. Oui, attends. Et donc, on démarre juste un quart d'heure après, mais il faut qu'on ait le temps de déjeuner. Et donc, on commencera par juste 5 minutes sociales, d'informations diverses et variées. Donc, soyez vraiment là à 14h30, parce que si vous loupez les informations sociales, après, voilà, vous savez plus quelle soit la bonne date, etc. Ça va? Oui, c'est vrai.